Bonjour, bienvenue dans ce cours qui s'adresse aux élèves de niveau 5e et qui s'intitule L'affirmation de l'État monarchique. Donc l'idée c'est d'essayer de comprendre comment va s'affirmer l'État monarchique en France entre le 11e et le 15e siècle. Pour faire un petit rappel dynastique et de la monarchie en France au cours du début du Moyen-Âge, nous avons les rois mérovingiens qui gouvernent à partir du 5e siècle jusqu'au 6e siècle. Donc les rois mérovingiens vont rester de 496, donc à la chute de l'Empire romain, jusqu'en 751, puis ils vont être remplacés par les maires du palais, qui étaient un peu les équivalents de leurs ministres à l'époque, en 751, et qui vont fonder une nouvelle dynastie qui est la dynastie des rois carolingiens, parmi lesquels on peut retrouver Pépin le Bref, Charles le Chauve ou encore Charlemagne. Cette dynastie-là, elle va disparaître à la fin du Xe siècle et les rois carolingiens vont être remplacés par les rois capétiens à partir donc du Xe siècle, lorsque Hugues Capet va devenir roi en 987. Ce qu'on va voir, nous, c'est qu'à partir du 9e siècle, il y a de plus en plus d'invasions à l'intérieur du royaume de Franc par les barbares, donc par les peuples étrangers, et que ces invasions vont commencer à diviser le royaume des Carolingiens. Le pouvoir des Carolingiens s'était déjà un petit peu disloqué à la mort de Charlemagne. À la mort de l'empereur, le royaume a été divisé en trois. À l'époque, ce n'est pas la règle de la primogéniture qui compte, c'est-à-dire que ce n'est pas le fils aîné qui hérite du royaume, c'est un partage équitable qui est fait entre les différents fils. Les femmes n'ont pas le droit de régner à l'époque. L'empire de Charlemagne est donc séparé en trois parties. La Francie occidentale, dont hérite Charles le Chauve, la Lotharingie, dont hérite Lothaire, et également la Francie orientale, dont va hériter Louis le Germanique. Cette division va conduire à un affaiblissement du pouvoir monarchique et du pouvoir royal. Et très rapidement, au cours des dernières années des rois carolingiens, le pouvoir monarchique des rois va être de plus en plus faible, jusqu'à finalement n'être concentré que sur le domaine royal, donc c'est ce qui s'indique ici en rouge sur votre carte, et comme vous pouvez le constater, c'est quand même un très petit espace qui se situe autour d'Orléans, de Paris et de Senlis. Et le reste du royaume est divisé entre les différents seigneurs. Et vous pouvez constater donc que le royaume de Franc est divisé entre différents comtés, différents duchés, et ces seigneurs vont prendre un pouvoir beaucoup plus important finalement que le pouvoir royal. Au cours du temps, le roi perd son autorité sur les seigneurs, et même si on lui reconnaît quand même une primauté parce qu'il est roi, qu'il a été sacré et que donc en vertu de Dieu, il a quand même une autorité et une plus grande importance, eh bien il n'est plus tellement obéi. À partir du Xe siècle, on va donc voir la dynastie des rois carolingiens se faire remplacer progressivement par une nouvelle dynastie qui est celle des rois capétiens. Cette monarchie, elle va renforcer et elle va étendre, voire récupérer le pouvoir royal, et cela jusqu'au XIIIe, XIVe siècle, pour essayer de faire en sorte que les seigneurs qui avaient acquis de plus en plus d'importance puissent de nouveau reconnaître l'autorité royale comme l'autorité suprême. Dans un premier temps, on va s'intéresser à la figure d'Hugues Capet. Hugues Capet, c'est donc celui qui va fonder la dynastie des Capétiens en 987. Je vous l'ai dit, à la mort de l'empereur, le royaume a été divisé entre ses fils. Et le pouvoir réel des Carolingiens leur a finalement peu à peu échappé à mesure que les puissants seigneurs ont vu le leur se renforcer. Plusieurs grandes familles se sont alors affrontées. Les Robertiens, qui étaient donc les comtes de Paris, en ont profité pour défier les Carolingiens. Et c'est finalement Hugues Capet, qui était un duc, et donc un seigneur des Francs, qui s'est allié avec l'archevêque de Reims, qui a renversé le pouvoir et qui a instauré une nouvelle monarchie. Ça se passe généralement comme ça, quand vous avez une dynastie qui est remplacée par une autre, c'est tout simplement que quelqu'un de plus fort a pris le pouvoir, ou que le dernier héritier d'une précédente dynastie est décédé, ou qu'il n'y a pas d'héritier pour le remplacer, et donc à ce moment-là, on va faire appel à quelqu'un d'autre. Hugues Capet, c'est donc un roi qui a une autorité morale sur les seigneurs, c'est-à-dire que les seigneurs lui doivent obéissance vu qu'il tient son pouvoir de Dieu. Comme tous les rois, il est sacré lors d'un couronnement officiel qui a lieu dans la cathédrale de Reims et qui est effectué en présence du pape. Malgré son couronnement et sa nouvelle dynastie, Hugues Capet n'a quand même pas une très grande autorité puisqu'on a dit que son pouvoir se situait quasiment essentiellement sur le domaine royal qui est quand même très réduit. Et donc les premiers rois de cette dynastie ont une autorité qui est très faible. Et il va falloir au cours du temps et avec les différentes successions qu'ils puissent renforcer et étendre leur autorité pour réinstaurer un pouvoir fort sur le royaume. Je vais donc ici m'intéresser à un deuxième roi qui est Philippe Auguste. Philippe II Auguste, c'est donc un roi de la dynastie des Capétiens qui est monté sur le trône en 1180 et qui, durant son règne, a passé son temps à essayer d'étendre le domaine royal et l'autorité du roi. Si vous regardez ici de nouveau la carte qui s'affiche, vous avez donc toujours le domaine royal qui est assez réduit, qui est là représenté en bleu, qui est toujours situé autour de Paris et d'Orléans. Mais par contre, si vous regardez la seconde carte, en 1223, vous constatez que le domaine royal est beaucoup plus élargi
Et ça, c'est tout simplement le fruit des conquêtes du roi Philippe Auguste qui a commencé et qui a réussi, grâce au soutien des seigneurs et de son armée, à renforcer son autorité sur son territoire. À partir du 11e-12e siècle, la France va être en partie dominée par les Anglais. Si vous regardez toujours sur ma carte, vous constatez que vous avez en rose ce qui concerne les fiefs du roi d'Angleterre, c'est-à-dire des espaces sur lesquels le roi d'Angleterre a une autorité. Et elle est quand même très très importante. Donc au départ, l'autorité du roi est très faible. Vous avez également les seigneurs qui sont donc en jaune, et vous avez Philippe Auguste qui va demander aux seigneurs de s'allier avec lui pour pouvoir lutter ensemble contre le roi d'Angleterre. On s'intéresse donc ici à une bataille particulière qui est la bataille de Bouvines qui a lieu en 1214. Sur la miniature qui s'affiche, qui est une miniature qui représente cette bataille et qui est issue des grandes chroniques de France, on peut voir l'affrontement des deux armées, donc d'un côté l'armée française qui est représentée en bleu, puisque vous voyez la fleur de lys qui est sur les boucliers, qui est le symbole de la royauté, qui est en train de se battre et de gagner contre les troupes anglaises. Donc, comment on voit qu'ils gagnent? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont en avant et plus importants sur la miniature que les troupes anglaises. Pour rappel, les miniatures, ce sont des petits dessins qu'on trouve généralement au début des manuscrits. Pour récupérer les terres que le roi d'Angleterre a pris à la France, le roi Philippe Auguste va faire la guerre à l'Angleterre et dans un objectif aussi donc de réaffirmer son autorité. Les armées anglaises et les armées françaises vont s'affronter et c'est finalement donc le roi de France qui sort victorieux. Donc non seulement il a réussi à renforcer son autorité sur les seigneurs, mais en plus de ça, sur notre carte, on voit qu'il a étendu son domaine et que désormais, le domaine du roi d'Angleterre est essentiellement situé dans le sud-ouest de la France. Donc c'est quand même une belle victoire pour Philippe Auguste. Le récit de la bataille de Bouvines, il nous est raconté par un ménestrel dont on a des traductions aujourd'hui. Le ménestrel, son but c'est de mettre en avant l'héroïsme, la gloire et la puissance de Philippe Auguste, donc du roi de France. Donc les récits qui sont racontés par les ménestrels, par les troubadours, par les musiciens de manière générale ou par les grands poètes, ils font l'éloge du roi, donc c'est une forme de propagande, c'est-à-dire de mise en avant de la personne un petit peu publicitaire. Donc on va vanter évidemment que les mérites de la personne. On a des textes qui nous racontent donc que le roi était soutenu par Dieu, parce qu'ils sont toujours soutenus par Dieu lorsqu'ils gagnent évidemment. Je vous lis justement ici un extrait du récit de la bataille de Bouvines. Le dimanche, le roi sortit son armée de Tournai, une ville du nord, au son des trompettes, et toutes équipées d'armes. Ils allèrent jusqu'au petit pont, que l'on appelle le pont de Bouvines. Il y avait là une chapelle, où le roi entra pour entendre la messe. Lorsque les seigneurs furent rassemblés, le roi prit la parole. « Seigneurs, vous êtes tous mes vassaux, leur dit-il. Je suis votre seigneur. Je vous ai beaucoup aimé, je vous ai traité avec beaucoup d'honneur, et je vous ai largement donné de mes richesses. Pour Dieu, je vous prie aujourd'hui, à tous, que vous protégiez ma vie, mon honneur et le vôtre. » Et les seigneurs lui répondirent « Sire, nous ne voulons d'autre roi que vous. Chevauchez donc hardiment contre vos ennemis, car nous sommes partis pour périr avec vous. » Et lorsque la bataille commença, il y eut une grande mêlée entre les armées des alliés anglais et les armées françaises. Les forces de Philippe Auguste ne cessaient de s'accroître, tandis que le côté anglais n'arrêtait pas de s'affaiblir. Quand les Anglais virent que cela tournait au désastre, ils firent demi-tour et s'enfuirent. Ainsi se termina la bataille. Le roi s'en revint, dans l'allégresse à tourner avec tous ses prisonniers, alors que les Anglais repartaient en grande peine. Le lendemain, le roi fit même incendier la ville de Lille, pour punir les traîtres. Dorénavant, le roi Philippe Auguste vécut en paix, craint et redouté en tout lieu. Donc vous voyez quand même que quand on lit ce texte, on se rend quand même compte qu'ils en rajoutent beaucoup. Mais ça fait partie de la propagande royale, l'idée étant de créer un récit merveilleux qui montre que les mérites de Philippe Auguste, du roi de manière générale, la propagande royale ça existe de tout temps, vous avez toujours eu les rois qui ont des chroniqueurs, qui ont des historiens, qui sont chargés de raconter leurs plus grandes batailles, évidemment de montrer que leur armée est toujours la meilleure que l'autre, que Dieu les soutient toujours eux et surtout pas l'autre armée, et chaque roi fait la même chose. En tout cas, ce qui est important surtout de retenir, c'est que la bataille de Bouvines, c'est une victoire de la France contre les Anglais, mais c'est également une victoire du roi contre les seigneurs, puisqu'il a réussi à réaffirmer l'autorité royale sur le domaine et à étendre surtout son domaine royal. Malheureusement, ce n'est pas parce que Philippe Auguste a réussi à repousser les armées anglaises que les Anglais vont en rester là. Et ils vont de nouveau revenir sur le royaume, puisque nous voyons qu'à partir du XIVe siècle, les Anglais sont de nouveau présents sur le territoire français. Et c'est donc une grande guerre qui s'annonce, qui est la guerre de 100 ans, qui n'a absolument pas duré 100 ans, mais qu'on appelle la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans, elle dure donc entre 1337 et 1453. Pour vous faire une petite explication, en 1323, le roi de France est mort sans héritier. C'est très problématique pour pouvoir avoir un successeur. Et donc la guerre de 100 ans est en réalité une guerre de succession. Elle oppose la France contre l'Angleterre, qui était alliée aux régions de Champagne, de Bourgogne et de Picardie, par un épisode de plusieurs guerres. Donc on dit que c'est une guerre de 100 ans, mais ils ne se sont pas tapés dessus pendant 100 ans, il y a eu plusieurs petits épisodes guerriers,
et en tout, elle aura duré 116 ans. Nous avons donc le territoire français qui est partagé en deux clans, avec d'un côté le nord qui est un territoire sous contrôle des Anglais, de l'autre côté le sud qui lui est fidèle à Charles VII, l'héritier pressenti des deux Valois au trône de France. C'est donc là qu'arrive Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est une jeune Lorraine qui a des visions. Un matin, elle se rend auprès du jeune Charles VII, elle lui explique que dans sa vision, elle a su que c'était lui le futur roi de France et donc elle lui propose de prendre la tête de son armée et de l'aider à récupérer son trône. Donc elle s'en va avec son armure, son épée et les armées françaises, et elle envoie au passage une missive aux Anglais pour les prévenir qu'elle va arriver et leur demander s'ils peuvent gentiment s'en aller d'Orléans. Ce qu'ils refusent, évidemment. Il déclare d'ailleurs à cette occasion que Jeanne d'Arc est une sorcière. Il se trouve que Jeanne d'Arc remporte la victoire contre les Anglais en 1429. Et que partout la rumeur se répand dans toute la France. Grâce à la victoire de Jeanne d'Arc à Orléans en mai 1429, Charles VII récupère sa couronne et il est couronné roi de France en juillet 1429. Une fois que le roi a été couronné, Jeanne d'Arc lui propose d'aller libérer la ville de Paris. Charles VII accepte, sauf que là-bas elle va être capturée et faite prisonnière. Et à cette occasion, les Bourguignons, qui étaient alliés aux Anglais, vont la livrer justement aux Anglais, et elle va être amenée à Rouen pour être jugée par le tribunal de l'Inquisition, qui est un tribunal religieux français. Elle va être accusée d'hérésie, c'est-à-dire donc de sorcellerie, et on choisira de la brûler vive sur la place du marché à Rouen le 30 mai 1431. Alors, aujourd'hui, Jeanne d'Arc n'est plus considérée comme une sorcière, puisque le premier jugement qui l'accusait justement de l'être a été annulé et que Jeanne d'Arc a été réhabilitée. Pour terminer, il faut donc retenir qu'à partir du XIe siècle, et cela jusqu'au XIVe, XVe siècle, donc jusqu'à la fin du Moyen-Âge, les rois vont essayer de réaffirmer leur autorité sur le territoire français. Philippe Auguste, qu'on a vu donc lors de la bataille de Bouvines, a fait de Paris la capitale du royaume, et a ensuite nommé des sénéchaux dans le sud et des baillis au nord, qui sont dans des sortes de représentants, chargés justement de représenter le pouvoir royal dans les provinces, pour s'assurer que les comtes, les ducs et les duchés ou les comtés, eh bien, respectent l'autorité monarchique et ne lui échappent plus complètement. Le roi Louis IX a même imposé une nouvelle monnaie au territoire, qui est l'écu, et le roi Philippe le Bel avait lui convoqué pour la première fois des états généraux, qui sont donc des sortes de grandes réunions pendant lesquelles on essaie de mettre en place des choses pour le royaume. En 1445, le roi Charles VII, donc le fameux que Jeanne d'Arc a remis sur le trône, a même créé une armée professionnelle et permanente sur le territoire français pour permettre qu'il y ait toujours une armée stationnée sur le royaume, et il a également mis en place un nouvel impôt qui était donc la taille, donc un impôt sur le revenu, on le connaît bien normalement celui-là, et la gabelle qui est un impôt sur le sel. Très important l'impôt sur le sel parce que le sel à l'époque est utilisé comme un conservateur pour pouvoir faire en sorte que les aliments ne se périment pas, en tout cas sur un certain temps. Les rois ont également mis une justice royale efficace, l'idée étant toujours de pouvoir réaffirmer leur autorité sur le royaume et de faire en sorte que ça ne leur échappe plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été plus claire et vous aura permis de comprendre comment les rois de France ont réaffirmé et renforcé leur autorité sur le royaume. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel enregistrement.